Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de l'Aubergine Enjouée. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer les éditeurs Seb et Clément au Café des Jeux de Grenoble en préparant l'émission. Ça nous a permis de leur poser quelques questions sur le game design et de passer un super moment avec eux. Et on va vous passer leur interview. Ok, donc enregistrement au Café des Jeux avec Clément et Sébastien de Catch Up Games. Première question. Donc de premier abord en fait, donc Seven Wonders, de premier abord, Paper Tales semble avoir une structure comparable à Seven Wonders, alors qu'en fait dans le sentiment de jeu c'est complètement différent. Et je pense que ça intéresse les joueurs de savoir ce que vous pensez à ce niveau-là, vous, pour bien montrer que ça n'a vraiment rien à voir, alors qu'on a juste que la draft en commun. Il y a d'autres trucs en commun, notamment le fait qu'on fait la guerre à gauche et à droite, que les ressources on les prend pas mais elles sont fixées sur les cartes, tout ça. Mais le truc c'est que tu as le phénomène de vieillissement des cartes qui est le plus important, qui fait que ça change, et tu as la place limitée dans ton royaume, tu ne peux avoir que 4 cartes. Et donc du coup ça c'est tout bête, mais cette contrainte de place et de ce que tu peux poser en même temps et le fait que tes cartes vont disparaître, ça change beaucoup. Et notamment ce phénomène de vieillissement, je trouve que ça a un impact énorme sur un jeu de draft qui t'évite le j'ai fait un draft de fou sur les premiers tours et maintenant j'ai mis mon truc en place, je vais laisser rouler quoi. Si à un moment tu as une combo de fou, le truc c'est que ta combo de fou elle va durer 2 tours et que derrière il va falloir que tu passes ces 2 tours soit à trouver des choses pour la renouveler, soit à partir sur autre chose, et ça pour moi, rien que ça c'est un changement énorme sur du draft quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ce choix de pioche unique en fait, qui pour moi change complètement le rythme du jeu et la scénarisation, parce qu'en fait on a toutes les cartes qui peuvent avoir n'importe quel ordre et donc qui forcément renouvellent tout le temps les combinaisons lors des nouvelles parties qui peuvent arriver. C'est clairement, typiquement par rapport à Seven Wonders justement, c'est une différence fondamentale, et le jeu est énormément, est beaucoup plus combinatoire que Seven Wonders, et ce choix de design là d'avoir une pioche unique, il renforce la possibilité de se retrouver avec des combinaisons très différentes et de devoir recomposer. On est sur une recomposition permanente des stratégies par rapport à la main complète qu'on a draftée, parce qu'on draft en plus une main complète à chaque tour avant de décider ce qu'on va jouer. Et donc on a des options un peu plus globales comme ça, plus de tableaux. Il y a aussi des effets de tableau à Seven Wonders, mais c'est plus un tableau qui va bouger, et la chose qu'on construit vraiment sur le long terme, c'est les bâtiments à côté, en marge de nos unités qui nous aident à construire ces... Ouais, effectivement, ça casse la routine en fait du joueur qui est habitué, qui se dit que ça va arriver dans le même ordre, alors qu'en fait, comme ça arrive dans des ordres des fois différents, il est obligé de se réinventer ses combinaisons et de ne pas se reposer sur les mêmes qu'il connaît tout le temps et qui fait les mêmes. Donc c'est plutôt agréable à jouer comme ça. Mon autre question, plus par rapport aux cartes, du coup, en fait, déjà vous avez fait un super boulot sur le wording qui est vraiment génial. Une fois qu'on joue, on n'a pas besoin de regarder dans les règles les cartes à quoi elles correspondent, parce que c'est vraiment bien fait. Merci. L'icono est vraiment clair. Nous, on a juste trouvé que l'ogre faisait un petit défaut de timing, dans le sens et de fluidité de jeu, parce qu'en fait, on devait regarder l'argent qu'on va gagner à la phase d'après pour savoir combien on avait de pouvoir pour ce tour-là dans la guerre. Donc, rien de bien méchant, mais on se demandait pourquoi ce choix de game design. Voilà. Alors en fait, le truc, le truc de l'ogre à la base, c'est que dans Vorpal, c'est une carte promo. D'accord. C'est que quand Masato l'a fait, il y avait Vorpal, il a sorti une extension, il a sorti des cartes promo. Et en fait, toutes les cartes unités qu'il a sorties après Vorpal, sinon on a voulu les intégrer directement au jeu de Paper Tales. Alors, du coup, le choix de game design, ça se trouve, il a cherché une carte promo, il a cherché un effet un petit peu qui changeait, qui était original, qui pouvait scaler sur quelque chose. Je sais pas pourquoi il a choisi ça, mais à la base c'était une carte promo et qui du coup s'est retrouvée dans le jeu parce qu'on trouvait qu'elle avait tout à fait sa place et qu'elle touche des stratégies aussi, d'autres stratégies. Effectivement, par rapport à la gestion de l'or sur cette carte, je pense que c'était important pour lui que ce soit pas lié par exemple à son stock d'or ou à des choses comme ça, parce qu'il voulait que dans le jeu on incite toujours les joueurs à dépenser leur or, à faire quelque chose plutôt qu'à le stocker. Donc effectivement un effet plus simple par rapport à ce genre de choses, s'il voulait valoriser la stratégie d'accumuler de la thune, il aurait pu se dire on va gagner
il va gagner en force en fonction de l'or qu'on a en stock. Mais ça encouragerait à ne pas faire des choses de cet or et donc ça n'irait pas dans le sens de lui, sa vision de ce qui est plus intéressant à faire aux joueurs, à proposer à faire aux joueurs et à inciter les joueurs à faire dans le jeu. Oui, effectivement. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'en fin de partie, alors c'est un départage d'égalité, mais ça fait pas gagner, ça rapporte pas de points de victoire en plus. C'est ça la même. Rapidement, tu comprends qu'en fait, au dernier tour, ça sert à rien de gagner de l'or. Regardez l'or. Il faut toujours mieux dépenser ton or pour construire ne serait-ce qu'un bâtiment au niveau 1 parce que tu grattes un point, plutôt que de vouloir thésauriser à la fin. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Et c'est plus gratifiant de construire un bâtiment que de conserver des pièces pour se dire voilà. Et donc en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une voie balisée plutôt pour marquer des points de victoire dans le jeu quand on le découvre, c'est la guerre. Donc certains vont dire que c'est un peu fort, etc. Je sais que vous avez retravaillé la caserne notamment pour que on ait moins cette vision de bourrinage et de. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi. Alors c'est effectivement une des seules cartes sur laquelle on est arrivé à une autre version que sa version dans Vorpals. En en discutant avec lui, c'était pas tant sur l'équilibrage de cette carte qui posait pas spécialement de problème que sur l'intérêt de la stratégie qu'elle pouvait induire, qui était un petit peu no brain entre guillemets. Si on s'engageait dans une stratégie complètement militaire, on pouvait avoir des choix assez basiques sur les unités qu'on allait recruter et tout ça. Et nous on voulait le pousser à réfléchir à une carte, à une version différente qui valoriserait d'autres choses et qui t'inciterait à continuer à comboter avec d'autres choses. Et c'est dans ce sens-là qu'il est arrivé avec cette version de la caserne que nous on trouve en tout cas plus intéressante, même si elle est probablement pas moins forte que ce qu'elle était. Ouais, le jeu il est très versatile quand même en l'état, tu vois, tu dois toujours refaire tes combos, les retravailler, avoir des nouvelles unités. Alors on se disait bien c'est dommage sur un jeu aussi versatile d'avoir une carte qui t'oriente autant dans une stratégie aussi évidente. C'est ça. Je construis que ce bâtiment là et après j'utilise tout mon or pour recruter les unités qui bourrinent à la guerre Tandis que là avec la caserne tu peux tout à fait imaginer avoir, alors c'est rare mais tu peux tout à fait imaginer avoir 4 unités à 3 dans ton royaume qui du coup vont pas te permettre de remporter de guerre parce que tu n'auras pas assez avec 6, mais n'empêche tu vas marquer 4 points à chaque tour et donc du coup tu peux quand même mettre des points sans remporter des guerres, mais même ça te permet de gratter aussi un point ou deux des fois selon les unités qui traînent, qui des fois sont à l'arrière, que tu as pris pour d'autres choses mais qui ont suffisamment en force. Et si on peut expliquer d'une autre carte, si ça vous dérange pas, c'est la carte relique qui pose un petit peu, les gens disent c'est facile, c'est une stratégie qui est hyper évidente, complètement craquée. Alors qu'en fait moi je trouve pas du tout et j'aime bien du coup avoir de vision parce que je pense que vous avez une vision, vous connaissez bien le truc quoi. La relique c'est que oui effectivement quand tu commences, en fait le truc qu'il y a quand tu commences une partie c'est que les joueurs jouent dans leur coin, il y en a un qui à un moment sa première main il y a la relique, il se dit oh putain c'est fat, du coup il prend la relique, il le dit pas trop aux autres joueurs, donc les autres joueurs contre-draftent pas, puis à la fin il se retrouve avec 6 jetons dessus, il fait bon bah celle-là elle me fait 12 et tout le monde fait ah, et donc là c'est putain mais c'est craqué la relique. En fait le truc qu'il y a c'est qu'effectivement au début tu commences, c'est ce que Masato nous disait aussi, que la relique au début tu te dis tu peux mettre plein de points et c'est vrai tu peux mettre plein de points, mais en fait tu mets plein de points si on contre-drafte pas en fait. C'est une partie du jeu de contre-drafter et le truc qu'il faut voir avec la relique c'est qu'elle te prend un emplacement de base, évidemment l'emplacement de la relique, que si tu veux la rentabiliser il va falloir que tu joues des cartes qui rajoutent des jetons dessus comme la maîtresse du temps, donc qui vont te prendre en plus des emplacements, et qu'au final si tu reposes une relique tour 1 et que tu fais 8 points c'est nul, à la fois parce que ça t'a pris un emplacement sur 4 pendant 4 tours, mais aussi parce que ça t'a vachement ralenti en fait. La relique elle va déjà te demander de dépenser 2 pièces et donc tu déploies pas n'importe quoi avec, tu vas pas forcément avoir les ressources pour construire des bâtiments, donc des fois tu vas retarder tes bâtiments, tu vas retarder tes gains à la guerre, et c'est tout ça dont il faut bien se rendre compte en fait. C'est que moi je considère qu'une relique si tu la poses au tour 1 et que tu fais 12 en fin de partie sur la relique, c'est vraiment le minimum que tu peux faire par rapport à ce que ça t'a coûté en fait. Sachant qu'une partie se joue à 40 et qu'il va falloir que tu ailles chercher sur les 3 autres emplacements, il va falloir que tu ailles chercher 28 points, donc c'est pareil. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, des utilisations que je trouve des fois plus simples et moins risquées, parce que quand tu joues, quand tu as l'habitude de jouer, si tu vois que ton adversaire il joue une relique, tu fais hyper gaffe aux maîtresses du temps. Un truc que je trouve moins risqué, c'est que si à un moment tu poses la relique tour 4 et que tu as une maîtresse du temps, que tu poses les deux en même temps, ça va t'occuper 2 places dans ton royaume. Généralement à ce moment là tu en as 5, ça t'occupe 2 places pendant un tour, tu mets 6 points, et je trouve ça beaucoup plus rentable que d'essayer de la rentabiliser toute la partie. Et la dimension économique elle est très importante dans le jeu, c'est
c'est la couche de subtilité du jeu qui est la plus difficile à voir, je pense, sur les premières parties. C'est l'impact économique de nos choix sur le long terme. Se dire au tour 1, si 2 de mes 3 ors je les dépense pour une relique, si je les avais par exemple dépensés sur par exemple une forgeronne qui vaut 0 et qui me rapporte une pièce à chaque tour, ça a un impact économique énorme sur ce que je vais réussir à faire dans l'ensemble de la partie, vu la brièveté d'une partie. Et, enfin, c'est des choses dans lesquelles on rentre dans un second temps davantage sur cet impact de l'économique en fait. Je vous aide encore un peu. En fait, je rêve de poser le Kraken une fois dans ma vie, alors que j'ai fait une dizaine de parties, j'arrive toujours pas à le poser. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils de timing pour poser ce maudit Kraken? Le Kraken, c'est chaud de le poser tour 2, donc tour 1 évidemment tu peux pas. C'est chaud de le poser tour 2 parce qu'il faut vraiment que tu aies un alignement des planètes incroyable. Par contre ça se pose bien tour 3 et c'est cool de le poser tour 3 parce que tu vas scorer comme un port au tour 3. Généralement quand tu poses le Kraken comme il te coûte 6, tu poses pas d'autres unités en même temps. Donc ça veut dire que tu as déjà des unités vieilles et donc du coup toutes les autres unités elles vont se prendre un jeton. Ça se trouve tu as déjà un bâtiment de niveau 2, donc en fait ça se trouve quand tu vas le poser tu vas faire déjà juste 8 points sur lui parce que tu vas avoir 4 unités avec des jetons sur lesquels tu vas rajouter un jeton, après t'as la guerre. Pour moi le bon timing c'est le tour 3 parce que le tour 3 elle te rapporte des points et le tour 4 elle t'en rapportera encore un petit peu. Elle est encore à la guerre aussi. Et la guerre Mais c'est une carte, ça fait partie des quelques cartes dans le jeu, un peu comme la relique, comme le maître alchimiste, qui sont des cartes qui sont quasiment des stratégies à part entière. C'est-à-dire tu peux te dire à un moment donné, j'axe ma partie sur cette carte, sur la préparation de la maximisation de cette carte en fait. Et ce Kraken, bah, typiquement, si tu le vois venir tôt, bah, tu vas essayer de choper l'économie qui te permet de le mettre en jeu, et c'est souvent une carte que tu vas garder. Ne serait-ce qu'aussi pour pas laisser l'opportunité aux autres de la garder en réserve et d'avoir l'économie pour. Ça intéresse souvent de l'avoir. Mais et aussi je me suis perdu en route, mais c'est pas grave. Sur le truc de stratégie, là, c'est clairement ça. Moi, j'ai souvenir d'une partie où je le draft tour 1 et je me dis, ok, je vais essayer de monter mon jeu sur ça, tu vois. Et je me retrouve début du tour 4 où j'ai genre, je crois, 18 points. Et puis quand je le pose, j'ai un bâtiment de niveau 2, donc je passe à 15. Tu vois. Et donc, début du tour 4, j'ai 15 points en fait quand on commence le tour. Je pose le Kraken, donc je mets des points de partout, je fais la guerre. Après, j'ai les deux autres cartes qui vont avec. Et voilà, je l'ai vraiment préparé. Et je finis la partie en comptant les bâtiments. Je finis la partie à 40 points. Ce qui veut dire entre les bâtiments que j'ai gardés, tu vois, et juste le dernier tour et les points du Kraken sur un tour, bah du coup j'ai scoré 25 points alors que j'en avais scoré 18 au tour d'avant et enfin voilà. Ça pour le coup c'est cool quoi. Quand cool. Ça m'est arrivé une fois, mais quand t'arrives à le faire t'es vraiment content. Mais plus tu l'attends et plus tu le prépares en fait. Oui, c'est ça. Après des fois tu vas le poser et des fois tu vas dire je connais le jeu, je sais qu'à un moment le Kraken peut arriver si j'ai 6 pièces, voilà. Mais c'est compliqué. C'est quand tu l'as tôt dans la partie que tu peux le préparer quoi. Ok. Alors maintenant, du coup, une dernière question sur le concept de mort des personnages à la fin d'un tour. Nous, notre remarque, c'était de se dire que c'est super, il y a plein de combinaisons, c'est cool, mais que du coup, il manquait l'effet effectif au niveau des personnages, parce qu'on aime bien quand nos personnages, on les a, ils nous font des bons combos, ils meurent, voilà. Et en fait, comme le jeu est court, malheureusement, on n'a pas trop cet aspect-là. Et je voulais savoir si vous aviez essayé de le travailler ou pas du tout, parce que pour vous, le jeu est suffisamment complet comme ça et qu'il n'y a pas besoin de ce sentiment en plus. Vas-y Sébastien. Pour nous non, on n'a pas cherché à travailler différemment parce que déjà tu as des cartes comme le mystique qui prennent tout leur avantage, leur intérêt là-dessus, parce que ça va te permettre de faire vivre une unité pendant 3 quarts d'une partie, et ce qui est beaucoup. Et en fait c'est vraiment intrinsèque pour nous, ce qui fait la tension de ce jeu, c'est le nombre de tours réduit, et à l'intérieur de ce nombre de tours réduit, la durée de vie réduite des unités qui t'oblige à toujours faire des choix intéressants sur qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu pourras garder, qu'est-ce que tu ne pourras pas garder, avec quoi tu vas réorganiser ton royaume à chaque tour. Et bon, c'est toujours un peu difficile de se dire, de se projeter dans des trucs où on pourrait se dire ça pourrait être génial si vivait plus longtemps. Il y a pas mal de gens par exemple sur les premières parties qui nous disent c'est dommage, c'est quand même un peu court
c'est quand même un peu court. On aimerait bien que ça dure un tour, 2 tours en plus, ou on aimerait bien pouvoir arriver à 6 cartes, 7 cartes dans notre unité, dans notre royaume. Mais en réalité, c'est quand même ces contraintes-là qui créent aussi un format qui, à un moment donné, où tu arrives à la fin de la partie, tu peux te dire j'en ferais bien une. J'ai pas fait exactement tout ce que je voulais faire. Je reste sur un niveau de frustration suffisant pour me dire, pour pas me dire ok, j'ai fait complètement le tour de ce jeu, j'ai mis en place tout ce que je voulais, j'ai roulé sur tout le monde parce qu'au bout d'un moment j'étais plus fort que tout le monde, j'avais plus de cartes, j'avais machin et tout ça. Et c'est aussi ça qui est, pour nous, donne l'envie de rejouer, de remettre le couvert et de se dire ça a duré une demi-heure et on s'en refait une. Pour moi, t'as un peu ça dans un jeu comme Puerto Rico, qui est un jeu que j'adore, tu vois. Puerto Rico, ça s'arrête au moment où tout le monde se dit putain, là ça y est, tout est en place et maintenant j'ai mis en marche l'usine APV et je vais rouler sur tout le monde. Et en fait, c'est la fin de partie et c'est ça qui fait que c'est cool en fait. C'est parce que en fait, cette phase, si elle existait au début, tu peux te dire mais j'aimerais bien pouvoir en profiter. Sauf qu'en fait, si les parties duraient plus longtemps, ça serait chiant parce que c'est plus là le truc dessus. Et sur le truc des morts, t'as aussi le truc qu'il faut voir, c'est que t'as des unités qui sont faites que pour vivre un seul tour en fait. Alors t'en as qui arrivent, elles ont un jeton et ça t'essayes de les garder en vie plus longtemps. Mais déjà, t'as une unité comme la sculptrice par exemple, où tout l'intérêt de la sculptrice, c'est qu'elle meurt tout de suite, tu vois. La sculptrice, c'est celle qui te fait 3 points quand elle meurt. Le truc, c'est qu'elle fait rien d'autre en fait. Elle passe son temps à attendre la mort, tu vois. Donc l'intérêt de la sculptrice, au lieu de. Elle sculpte quand même des trucs. Ouais, elle sculpte un peu des trucs vite fait, tu vois, mais bon. Non, mais tu vois, elle est surtout intéressante quand elle meurt, quoi. Donc il faut trouver que la sculptrice, tu la joues seulement quand tu peux la faire mourir. Mais non, mais je suis désolé, mais tu seras plus intéressante quand tu seras morte. C'est ce que tu fais de mieux. C'est ton meilleur rôle. Non, mais tu vois, une sculptrice que tu gardes de tour, c'est chiant parce qu'elle t'occupe un spot pour rien. Et à l'inverse, t'as des cartes comme la maîtresse du temps, mine de rien, t'es contente quand tu la poses, tu vois, mais de toute façon, tu vas la dégager parce que personne ne garde une maîtresse du temps un deuxième tour. Elle te sert à rien, elle fait un en force, elle a plus de capacité. Elle aussi, elle dégage. Parfait. Et ben merci beaucoup pour ces éléments de réponse et puis à bientôt. Merci à toi. Donc voilà, merci à eux de s'être prêtés à ce jeu de questions-réponses. Ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre, je sais pas ce que t'en penses Léo, mais on apprend vraiment pas mal de trucs sur des sujets qui nous ont intéressés nous quand on a fait nos multiples parties. Ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir leur point de vue sur la façon dont ils ont reconstruit le jeu et dont ils ont ajouté certains aspects ou enlevé d'autres. En même temps, on se posait des questions sur des cartes plus particulièrement. Et donc c'est toujours pertinent d'avoir l'avis de ceux qui ont travaillé dessus. Ouais, après quand même, ce qu'on voit, c'est que finalement ils ont peu retouché le jeu, ils ont surtout fait le boulot éditorial de faire le wording et l'iconographie particulière pour la VF, quoi. Et puis bien sûr toute l'illustration qui est vraiment superbe, qui est leur patte, hein. Parce que du coup la version japonaise n'était pas du tout comme ça. Donc ce qu'on apprend surtout, c'est que l'ogre, même si son pouvoir apparaît peu intuitif, en fait c'est juste une volonté de l'auteur de ne pas vouloir mettre des pouvoirs sur les pièces, parce qu'il veut pas que, il veut que les joueurs dépensent leur argent pour construire des choses, qu'il y ait du roulement et qu'on stack pas de l'or pour aussi ralentir, pour éviter qu'on construise rien et qu'on garde tout notre or pour scorer à la fin ou scorer de la force, etc. Enfin, pour avoir de la force, etc. Il y a la caserne qui est la seule carte qui a finalement été modifiée par rapport au jeu original, et au final en fait de ce qu'il dit, c'est pas forcément pour diminuer la puissance de la carte, c'est plus pour diminuer la vision comme uniquement voie guerrière. Ouais, la voie guerrière, on avait parlé sur l'émission d'avant. Ouais. C'est ça, et se mettre que sur cette voie là. Bon bah la relique, c'est toujours bien quand ils en parlent parce que ça permet de montrer que sous le côté spectaculaire de la carte, en fait, il faut avoir un timing assez précis pour la jouer et un choix raisonné. Bon, c'est une prise de risque au début de se griller justement une possibilité, mais en même temps, risque-reward, on va pouvoir peut-être scorer un max à la fin et la mettre à tout le monde. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand Sébastien parle de l'aspect économique et le fait de placer pour 2 pièces la relique très tôt, c'est que tu as 2 pièces, il te manque, du coup il va peut-être te manquer de la génération d'argent pour le reste, donc il faut vraiment construire ton jeu différemment. Et puis bon, mon petit plaisir, ça a été de poser la question sur le Kraken. Un jour tu y arriveras. C'est ça, un jour j'y arriverai. Donc voilà, après on a aussi posé la petite question, la petite différenciation avec Seven Wonders, qui est finalement un jeu de draft et de construction, hein. Sauf que Seven Wonders, au final, si tu regardes en plus, dans Seven Wonders, c'est plus de la macro-gestion, en fait. On gère vraiment une grosse cité entière, voilà. Alors que dans Paper Tales, on gère plutôt un royaume, avec des personnages, etc. On draft d'ailleurs des personnages, alors que dans Seven Wonders, on draft plus des bâtiments. Enfin voilà. Après, dans les sessions de jeu, il n'y a vraiment rien à voir. Pour avoir joué aux deux, et beaucoup joué aux deux, pour
pour moi, c'est deux jeux différents. On a beau, bien sûr, on a une sensation. Enfin, quand on lit les règles, on se dit c'est quasi pareil. Enfin, c'est quasi identique. Mais quand on joue, ça n'a rien à voir. Et ça vient aussi du fait de la pioche unique pour Paper Tales et de la pioche séparée en âge pour Seven Wonders. Donc voilà, des choix qui au final varient vraiment les plaisirs. Et je pense que les deux jeux ont leur place dans une ludothèque. Parce que si vous aimez la draft, vous allez vous prendre plaisir aux deux jeux et sans avoir l'impression de jouer à la même chose. Exactement le même jeu, ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode bonus avec lequel on a eu grand plaisir de le réaliser. On espère vous retrouver très prochainement. Merci au Café des Jeux, merci à Philippe, merci à Catch Up Game de nous avoir accordé de leur temps pour répondre à nos questions. Et on espère avoir un peu vos commentaires sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et tout le tralala. N'hésitez pas à nous faire vos retours, effectivement, c'est toujours intéressant. À très bientôt. Au revoir.